Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous expliquer comment on essaye de pouvoir connecter les équipements les plus critiques. Donc notre système, et notre métier chez Seclab, c'est de faire de l'isolation. Donc c'est un métier unique qu'on va faire de différentes manières. Et en opposition à la segmentation, qui est généralement ce qu'on connaît sur les réseaux aujourd'hui. Pourquoi la segmentation? C'est ce qu'on va faire avec des firewalls, par exemple. On va avoir un paquet qui va être inspecté, qui va passer de l'autre côté. Ce qu'on va faire avec des diodes, beaucoup dans le monde OT, dans lequel on va se dire ça passe dans un sens, mais ça passe pas dans l'autre sens. L'isolation, ça va être très différent. C'est vraiment, on a un réseau totalement déconnecté d'un autre, avec un isolant au milieu, qui va permettre de faire passer de la data, tout de même, d'un réseau A à un réseau B et vice-versa, de manière totalement bidirectionnelle, mais en coupant le réseau au milieu, voilà, par un mécanisme de rupture protocolaire hardware, qui va donc par définition être sans faille. Parce que du moment où on n'a plus une ligne de code, du moment où on n'a plus de firmware, et forcément on est sans faille potentielle. Donc on va pouvoir connecter à la fois ce qui est critique, mais aussi ce qui est non critique, de manière totalement maîtrisée. Et tout ça en plus en cachant complètement les réseaux de part et d'autre. Donc ce qui va enlever un certain nombre forcément d'attaques potentielles, mais même de visibilité. Quand on essaie de scanner par exemple un réseau, ça va être totalement impossible au travers de nos boîtiers. Je le disais, c'est bidirectionnel, donc là on n'est pas une gun, bien évidemment, et on va être plus robuste historiquement qu'un firewall. Donc je le disais, on va être insensible à un certain nombre d'attaques, tout simplement parce qu'au moment où on détruit le réseau par ce mécanisme de rupture protocolaire, on ne peut pas avoir un paquet qui va passer de part en part. Donc toutes les attaques réseau sont totalement stoppées, parce que tout simplement elles ne vont pas pouvoir passer de l'autre côté du boîtier. On va éviter aussi tout ce qui va être propagation, essentiellement nord-sud, éventuellement de code malveillant, de ransomware, de malware et ainsi de suite. Comme on vient, et on a été fait pour le monde de l'OT, on est aussi avec de l'administration extrêmement réduite. Voilà, on a encore une fois, en opposition un peu aux produits classiques, on n'a pas besoin d'être régulièrement en train d'administrer le boîtier. On se connecte seulement si on a des choses à changer, si on a des nouveaux flux à laisser passer. Et encore une fois, nous, notre fonctionnement, il est de manière déterministe, c'est-à-dire vous laissez seulement les flux ouverts passer. C'est de la whitelist, la wildcard n'existe pas dans nos systèmes, donc vous allez définir ce que vous laissez passer, et vous êtes sûr qu'il n'y a que ça qui va passer de manière extrêmement fiable. Donc l'isolation dont je parlais, on va le faire de deux manières. On va le faire à la fois sur le réseau, donc un réseau A, un réseau B, et on va l'isoler, et on va le faire aussi sur l'USB pour aller protéger des systèmes critiques, alors beaucoup dans le monde industriel bien évidemment, des systèmes critiques qu'on va encore mettre à jour avec des clés USB. Donc là, de la même manière, cette rupture protocolaire USB qui va faire que on va totalement rupter le protocole USB, donc protéger le système cible. Donc on est compatible aussi avec un certain nombre de bornes anti-malware, dont les bornes de T-Rex, avec lesquelles, si vous êtes passé à la borne avant, dans une usine, à l'entrée par exemple du site, vous arrivez sur vos systèmes pour les mettre à jour, c'est un firmware, c'est je ne sais quoi, on va pouvoir contrôler que c'est bien un fichier 5 qui va pouvoir rentrer sur votre système cible. Alors comment on va fonctionner? Je vais prendre l'exemple du réseau, parce que c'est quand même le plus complexe et le plus complet, pour vous expliquer un peu ce mode de fonctionnement. Donc on fait, je vous disais, de la rupture protocolaire hardware. Donc en fait, c'est comme si à l'intérieur de nos produits, il y a 3 cartes qui sont différentes. Donc on a une carte de chaque côté qui vont être connectées sur chacun des réseaux. Donc un dans le réseau d'origine, l'autre dans le réseau B. Et au milieu, on va avoir un isolant électronique qui, lui, comme je le disais en intro, est totalement hardware. Donc n'a pas de ligne de code, n'a pas de firmware du tout. Toute notre propriété intellectuelle va reposer là-dessus. Et c'est ce qui va créer cet isolant entre le réseau A et le réseau B. Et une fois qu'on a créé cet isolant, on va pouvoir regarder ce qu'on veut laisser passer de manière totalement bidirectionnelle, donc soit de A vers B, soit de B vers A. Encore une fois, on laisse passer tous les protocoles TCP, UDP, enfin là, on n'a pas de souci particulier. Et on va fonctionner avec un principe un peu comme un coffre-fort dans une banque. Quand vous y allez, généralement, vous mettez votre clé et puis il y a la banque qui va mettre sa clé pour ouvrir. Nous, ça va être la même chose pour le flux. C'est-à-dire de chaque côté, chacun va avoir sa demi-clé. Donc la personne qui administre le côté réseau A va mettre sa demi-clé. La personne qui administre le réseau B va mettre sa demi-clé, ce qui veut dire qu'on peut même
séparer fonctionnellement les périmètres de responsabilité. Et si les deux demi-clés sont mises, le flux va pouvoir passer. Ce qui permet aussi, justement, quand on est beaucoup, par exemple, entre de l'IT et de l'OT, qu'il n'y a pas forcément une confiance de part en part, que l'IT admise son côté, l'OT admise son côté. S'ils sont d'accord, le flux va pouvoir passer. Mais chacun est responsable de son côté et aucun ne voit le réseau de l'autre. On n'a absolument pas besoin de partager le plan d'adressage ou quoi que ce soit par rapport à ça. Donc ça, c'est le fonctionnement de base. Et après, on va être capable d'aller faire des filtrages complémentaires, donc sur des protocoles. On ne peut pas les filtrer tous les protocoles industriels, Modbus, AS7 et ainsi de suite, où là, on va pouvoir aller à l'intérieur de la payload applicative, chercher, par exemple, nous dire, je peux écrire que sur ce registre-là, sur mon automate, qu'avec telle valeur, celui-là, je peux lire uniquement. Enfin voilà, on va pouvoir affiner de manière très précise les flux qu'on veut laisser passer pour aller filtrer à l'intérieur. Et puis en roadmap, à partir de la fin d'année, filtrer en externe vers des NDR, des IPS, enfin, voilà, et aussi du filtrage anti-malware qu'on fera en même temps pour aller faire de la zone d'échange sécurisée avec un contrôle anti-malware au milieu. Donc voilà un peu le mode de fonctionnement. Donc ça, on a du flux réseau. Je vais vous parler un peu aussi des fichiers parce qu'on a exactement le même mode de fonctionnement sur l'USB. Donc on peut aussi faire passerelle de fichiers d'un réseau A vers réseau B ou vice-versa. Déposer un fichier d'un côté. S'il répond aux règles de sécurité, vous allez le retrouver de l'autre côté. Alors la règle elle peut être extrêmement simple. C'est par exemple, moi, je sais pas, j'exporte des logs, là je laisse tout sortir d'un côté. Et pour autant, je fais une mise à jour d'un système. Là, je vais faire rentrer une mise à jour avec une signature électronique. Donc on peut aller signer un fichier. Si le fichier est signé avec le bon certificat et si le fichier est intègre, s'il n'a pas bougé de part en part, une mise à jour par exemple, et bien à ce moment-là, il va pouvoir passer de l'autre côté et être utilisé pour mettre à jour des systèmes sur le chaîne industriel ou autre, ou même dans l'IT sur des vieux systèmes. Encore une fois, ça marche de A vers B et de B vers A de manière totalement indifférenciée. On a un certain nombre de certifications. Donc on est certifié NRIC, ça ne parle peut-être pas beaucoup, c'est aux États-Unis, parce qu'on a des clients aux États-Unis, donc c'est tout ce qui est production d'énergie. C'est une certif sur tout donc c'est pas mal utilisé en Asie aussi. On est certifié par l'ANSI, c'est SPN. Donc c'est une certif qui est assez intéressante parce qu'on a certifié l'ensemble du boîtier dans sa totalité, et en plus on l'a certifié avec en leur donnant l'accès d'un côté. Donc par exemple du réseau A, donc c'est comme si on s'était fait hacker entre guillemets notre solution. On leur a dit voilà, essayez de regarder, essayez de passer un nouveau flux, essayez de regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Et bien évidemment ils ne sont pas arrivés, c'est là-dessus que porte notre CSPN. Donc je crois qu'on est un des seuls produits, on est une CSPN en disant en plus on a un côté qui est hacké, on l'a perdu. Essayez de changer le comportement du boîtier et bien évidemment ça reste toujours utile. C'est pour ça que je parlais de sécurité déterministe. On est insensible au 0D, on est insensible à tous ces éléments-là parce qu'on a ce cœur isolant au milieu. Et puis on est certifié Cool Vendor Gartner, voilà, c'est toujours bien pour des sociétés françaises et internationales. Bon, qui on est très rapidement, on était très longtemps un bureau d'études, donc a beaucoup travaillé pour des systèmes très critiques. Voilà, on est né là-dessus, donc on a fait des projets les uns derrière les autres. EDF à l'origine, on protège le parc nucléaire français. Et après la SNCF, dans le spatial, dans la défense et ainsi de suite. Donc jusqu'à il y a 1 an et demi, on est devenu un vrai éditeur, constructeur, voilà, avec des gammes privées et puis aussi des gammes un peu plus complexes pour la défense. Depuis donc début 2024, avec une gamme entreprise, si vous pouvez venir voir, on est juste derrière, c'est facile, et avec un nouveau hardware qu'on vient juste de sortir. On est constructeur, donc on conçoit nos cartes, on fabrique nos cartes, on fabrique nos softs, et on est donc à la fois éditeur-constructeur depuis 18 mois. Je vous ai mis quelques références que j'ai essayé de mettre par focus un peu justement typologie de cas d'usage. Donc on a beaucoup, il y en a plein, j'en ai mis quelques-unes dans l'interconnexion entre l'IT et l'OT, donc entre le monde industriel et le monde IT classique. Pour les besoins de l'industrie 4.0, pour des tas de sujets d'échange avec les ERP, avec les chaînes de production, enfin bon, et ainsi de suite. Donc j'en ai mis quelques-unes, y compris des références qui sont aux Philippines. Donc ça, c'est, on va dire, une grosse moitié de nos cas d'usage qu'on va retrouver dans nos références. Ça peut être aussi sous des sous-groupes de production dans des chaînes industrielles, ou aussi beaucoup devant des vieux systèmes, des vieilles machines XP, des vieux systèmes qu'on ne sait plus patcher, parce qu'en fait, comme on va être devant et qu'on les rend invisibles, on les protège totalement, ils sont inattaquables, ils sont invisibles. Donc voilà, ça permet de garder les systèmes non patchés ou de ne pas les patcher de manière régulière,
tout en les exposant pas du tout au risque derrière. Accès à des réseaux isolés, des réseaux classifiés, bon, ça c'est forcément aussi un cas d'usage qu'on va trouver assez souvent. Vous avez mis de références françaises, une référence aux États-Unis. Beaucoup de connexions avec les tiers, échanges avec des tiers, connexions avec des tiers, parce que cette rupture protocolaire, le fait d'être sûr qu'il n'y a rien qui va passer sauf ce qu'on a autorisé, ben voilà, forcément quand on est connecté sur l'externe, ça apporte pas mal de confiance. Bon, pareil, j'ai mis de références françaises sur les opérateurs, entre autres sur tout ce qui est interception légale et ainsi de suite. Et puis une référence en Asie. Et d'autres cas d'usage, alors sur tout ce qui va être IA, ou jumeaux numériques, on a de plus en plus, on l'a pour Saint-Gobain aussi, sur tout ce qui va être jumeaux numériques, sur les modèles d'IA, en fait, parce que généralement vous avez le modèle un peu cœur, ou un modèle qui est dans le cloud, qui va se répliquer avec des modèles au plus près des chaînes de production pour les jumeaux numériques au travers de boîtiers Edge ou ce genre de choses. Et là, on va faire l'isolation entre l'IA dans le cloud, l'IA qui est au plus près de la chaîne de production pour les jumeaux numériques. Voilà, et ce qu'on fait aussi dans le cadre des solutions d'intelligence artificielle qui sont apportées par Edmine. Tout ce qui va être bâtiment, Smart Cities d'ailleurs de manière un peu plus globale. Les GTB, les GTC, qui avant étaient assez déconnectés, mais qu'on connecte de plus en plus au réseau IT, au réseau sûreté, les systèmes de caméras, ainsi de suite. On a besoin d'échanger de l'information, de remonter maintenant les consommations pour les besoins RSE et ainsi de suite. Donc voilà, il y a pas mal de choses où on doit s'interconnecter. Donc pareil, on a un certain nombre de références dans le monde hospitalier, dans le monde public, dans le monde privé. Enfin, ouais, je ne vais pas toutes les détailler, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez plus d'informations sur nos références. Puis je vous ai j'en ai mis un certain nombre d'autres qui existent un peu partout, à la fois dans le monde industriel, en France et à l'étranger, beaucoup en Asie, un peu au Moyen-Orient et un peu aux États-Unis. Voilà, et maintenant, si vous avez des questions, je réponds avec plaisir à vos questions. Merci. Eh bien, écoutez, on a, allez, une minute là pour prendre une question ou deux. Je vous rappelle, la première... Ah, voilà, super. Bonjour, comment se passe l'administration du boîtier? Il y a donc un administrateur IT, un administrateur OT du coup, comment... Ouais, alors on peut avoir un administrateur de chaque côté, ce que je disais, donc chacun de son côté. Donc comment ça se passe en termes d'outils ou en termes de logique de cette demi-clé? Les deux. Alors déjà on n'a pas d'interface graphique, ouais, ça c'est volontaire, trop de failles. Par contre, on le fait en shell de commande, donc un peu comme un Cisco iOS pour ceux qui ont encore des connaissances réseau. Ça peut se faire à distance en SSH. Enfin, voilà. On a même un outil pour le faire avec des fichiers à distance s'il faut. Donc, on sait gérer des parcs, on s'administre à distance, il n'y a pas de problème. Il n'y a juste pas d'interface graphique comme on peut le voir de manière classique. Et comme on peut voir d'ailleurs avec Palo Alto il y a quelques mois, les failles sur les GUI. Donc voilà, nous c'est vraiment pour essayer de diminuer cette perte de risque. Chacun administre son côté, chacun peut créer une règle qui n'existe pas de l'autre côté, le flux ne passera pas en fait tout simplement. Voilà. Et quand je disais qu'il n'y a pas besoin de partager grand chose, c'est on partage un numéro. Si vraiment vous le séparez dans un environnement, vous dites moi je fais ma règle sur le numéro 1, un peu comme un VLAN. Et c'est la seule chose qu'a besoin de connaître l'autre personne de l'autre côté. Il dit moi j'utilise le circuit 1, donc l'autre dit ok. Et aucun adressage à mettre, rien du tout. Aucune connaissance à avoir de l'autre côté. On est tellement isolant que vous pouvez avoir les mêmes adresses IP de chaque côté, c'est pas du tout gênant, il n'y a pas de conflit, il n'y a rien. Enfin, c'est même plutôt pratique en termes d'intégration d'ailleurs, vous pouvez l'insérer sans resubnetter.